et c'est parti au nom du cercle des dirigeants d'entreprise et de son comité. J'ai toujours le grand plaisir de vous souhaiter la très cordiale bienvenue à ce jeudi État du monde, le troisième du genre. On a commencé cette année avec monsieur l'expert international Roberto de Primis, que nous apprécions énormément. Alors, si en cette période un peu étrange, nous ne pouvons plus voyager, ce qui peut voyager sans aucun test ni certificat, c'est l'argent. Et alors, où investir en ce 2021? Nous n'attendions que les propos de Roberto de Primis, que je vous demande, avant qu'il ne commence à nous expliquer tout ça, en ouvrant vos micros, de l'applaudir très chaleureusement maintenant. Roberto, l'antenne est à toi. Merci, merci Madame la Présidente. Je vais partager maintenant mon écran pour vous montrer les slides. J'espère que vous les voyez tous à l'instant. Je me présente en quelques mots. Donc, je suis basé à Bruxelles, bien évidemment. Donc, je dirige un cabinet conseil qui s'appelle Eurintelligence, spécialisé en stratégie et risque management. Et je donne cours aussi à l'Université Sorbonne de Paris, où là, ce sont des cours de géopolitique et d'analyse de risques pour les entreprises. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu d'où investir. Je vais essayer de vous amener un ensemble d'informations, j'espère, les plus pertinentes. Mais je vais commencer avant de vous dire où investir, quelle sera la couleur de 2021 pour les affaires, mais pas que pour 2021, me semble-t-il. On va aller vers du 2022-2023, quand on voit l'ambiance en Chine, quand on voit l'ambiance aussi, la tendance même aux États-Unis ou en Europe, la couleur sera verte et extrêmement verte. D'ailleurs, il y a une norme qu'on entend de plus en plus et il me semble fondamental de vous en parler un instant. C'est la norme ESG qui est en fait, qui accrédite un peu, qui n'est pas comme une norme ISO, elle n'a rien à voir, elle n'a rien de contraignant, mais on l'entend de plus en plus dans le monde de la finance, E pour environnement, S pour social et G pour gouvernance, et ça remplit un peu, c'est le caractère en fait responsable d'une entreprise qui repose sur ces trois piliers. L'environnement, comment est-ce qu'une entreprise travaille avec l'accès aux ressources et comment est-ce qu'elle elle gère tout ce qui est de la gestion des déchets ou la déforestation. Au niveau du social, comment est-ce qu'elle elle travaille sur la prévention des accidents pour l'ensemble de ses employés, ou encore pour la gouvernance, l'égalité salariale au niveau homme-femme, tout ce genre d'exemples-là, vous allez l'entendre de plus en plus dans le monde de la finance et dans le monde des affaires, et il me semblait fondamental de vous en parler juste un instant. Et puis, la tendance est verte sur les différents continents et dans les grandes puissances de ce monde à l'heure actuelle. Tout d'abord au niveau européen, avec ce nouveau Green Deal qui arrive et ces politiques vertes qui percolent de manière transversale dans toutes les politiques industrielles, commerciales, sociales et autres. L'arrivée d'un nouveau président à la Maison-Blanche, Biden, qui a nommé un envoyé pour le climat, John Kerry, qui est l'ancien en fait secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères, et une volonté d'avoir des États-Unis vers des énergies propres à l'horizon 2035 et décarbonisées à l'horizon 2050. Les Chinois, quant à eux, ont un plan pluriannuel, même pluridécennal, à l'horizon 2060, avec certaines critiques parce qu'il manque un petit peu de clarté dans le cadre de ce plan-là, mais les Chinois sont très, très ambitieux et je suis convaincu, vu leur volonté actuelle, qu'ils arriveront à leur fin. Néanmoins, encore en 2020, la Chine construit encore des centrales, de production énergétique utilisant du charbon. Et là, ça commence à poser un petit peu problème dans la finance, le monde de la finance. Green is good, donc c'est-à-dire que de tout ce qui est développement durable, décarbonisation et énergie verte devient de plus en plus intéressant. On ne le voit plus comme avant, comme un marché de niche, mais justement comme un marché hautement porteur. Alors avant d'aborder continent par continent où sont les opportunités et dans quoi, parlons juste une petite minute des grands risques pour le monde des affaires
en 2021. Alors, tout d'abord, le coût des routes maritimes. Un container normal de 13 mètres, pour vous donner une idée, entre la route entre l'Union européenne, entre l'Europe, pardon, et la Chine, il y a quelques mois encore, le prix de ce container n'était que de 1 680 euros. On est plus ou moins à 1 500 francs suisses avec le change, alors que maintenant, en mars 2021, nous sommes aux environs de 4 300 francs suisses, donc 4 550 euros. Il y a vraiment, donc on est à x3 pour les containers. Ça vous donne une idée du coût dans le cadre de la supply chain, de l'échelle des valeurs. On le voit aussi encore ces jours-ci avec le tanker qui est bloqué dans le canal de Suez. Je suppose que vous avez entendu ça dans les nouvelles, ce qui vous donne une idée de comment est-ce qu'on est dépendant à travers la planète, mais surtout combien la supply chain est devenue de plus en plus chère, et il faut trouver des nouvelles routes moins chères, différentes et surtout plus sûres. Et puis, il y a un autre problème qui est lié aux matières premières, à leur accès et surtout à leur coût. Quand on regarde le prix des métaux précieux, des terres rares comme on les appelle, comme le rhodium et le palladium, c'est assez étrange comme nom, mais ce sont des terres rares et des matières premières extrêmement rares qu'on le retrouve dans les smartphones, que l'on retrouve dans vos ordinateurs, dans vos télévisions qu'on appelle Smart TV. Eh bien, rien que pour le rhodium, pour vous donner une idée, le prix de cette matière première a augmenté par 38 depuis 5 ans, idem pour le palladium, et on le voit ces derniers mois, depuis le début de 2021, pour des matières premières comme le cuivre, le lithium, le soja ou le maïs, avec la demande chinoise, mais aussi parce que le cuivre est hautement utilisé dans certaines bobines d'allumage pour des éoliennes, et comme on est en plein boom vert à l'heure actuelle dans nos contrées, eh bien, il y a une augmentation de la demande de ce bien, de cette matière première, qui fait exploser son prix. Autre risque pour 2021, nous sommes ici dans tout ce qui touche aux problèmes liés, en fait, j'ai un petit souci avec mon slide, je ne sais pas si vous le voyez à votre tour, mais moi j'ai un petit problème. Voilà, les puces et les semi-conducteurs. Alors, au niveau des puces et des semi-conducteurs, on se rend compte que l'industrie automobile, à l'heure actuelle, est en train de trembler. Pourquoi? Parce que les stocks deviennent de plus en plus limités. À l'heure actuelle, maintenant, fin mars 2021, les stocks sont de une seule semaine pour les microcontrôleurs, alors que par le passé, en temps normal, on avait un stock qui allait de 12 à 14 semaines. Dans tout ce qui est puces et semi-conducteurs, Biden a appelé Taïwan, qui est le leader mondial avec l'entreprise TSMC, d'augmenter sa capacité de production de puces et de microprocesseurs. Et d'ailleurs, les grands vainqueurs à l'heure actuelle sont Samsung, et oui, le producteur de smartphones et autres applications, et TSMC, ce Taïwanais. D'ailleurs, TSMC devrait ouvrir, comme Samsung, une usine aux États-Unis pour avoir une échelle de valeur et une supply chain un peu moins dépendante aux routes maritimes et aussi au vol aérien. Au niveau démographique, on voit qu'il y a un grand risque à l'heure actuelle, eh bien, c'est que durant le lockdown, on a assisté à une diminution des naissances. En Italie déjà, moins 22%, mais en Russie, c'est la première fois en 15 ans qu'on voit que la population se contracte. Alors, par continent maintenant, où investir? La question est très importante. Commençons par un continent qu'on délaisse assez souvent, c'est l'Afrique. Il y a une tendance lourde de ce côté-là, c'est qu'il y a une accélération technologique et digitale sur le continent. L'entreprise française Orange investit de plus en plus dans l'Ouest africain, et la pandémie de Covid-19 a augmenté en fait la capacité de la bande Internet sur le continent. Elle a été améliorée et augmentée. La course aux data, ces fameuses données, devient de plus en plus appétissante, et d'ailleurs, il y a la construction de certains data centers au Kenya et au Nigeria, et des grands groupes comme Google et Facebook investissent de plus en plus dans des câbles sous-marins pour faire passer ces données à travers la planète et surtout vers l'Afrique. Autre point intéressant, c'est Tangemed, ce port dans la Méditerranée, au Maroc. C'est un port qui capte des parts de marché du trafic en provenance du détroit de Gibraltar. Les investissements augmentent énormément dans ce port, qui est une zone franche et qui se
concentre dans tout ce qui touche à la production automobile, comme l'a fait le Mexique, pour des entreprises comme Renault, PSA, Ford ou encore Magneti Marelli, qui investissent donc hautement dans cette partie-là de la Méditerranée. Trois pays que j'aimerais relever en Afrique, le Rwanda, l'Éthiopie et le Ghana. Alors tout d'abord le Rwanda, parce que la croissance économique est insolente depuis une quinzaine d'années. Il y a des investissements assez forts dans tout ce qui touche au tourisme et à la technologie. D'ailleurs, il y a eu la création d'un hub de l'innovation à Kigali. Et puis, un autre point, un autre pays, pardon, c'est l'Éthiopie qui a compris qu'elle devait se diversifier vers d'autres modèles économiques, celui du textile et des services, surtout dans la consultance. Et pour terminer, comme pays africain, le Ghana, là où les investissements dans les infrastructures augmentent de plus en plus, connexion dans les infrastructures entre la partie urbaine et rurale du pays, et des investissements surtout dans la production automobile afin d'y créer un hub. Il y a un partenariat actuellement avec VW et le Ghana a aussi compris que dans les matières énergétiques, donc LNG, donc le gaz liquéfié, eh bien il va devenir le premier importateur en Afrique subsaharienne dans le terminal de Tema, donc le port de Tema au Ghana. Maintenant, autre continent où il serait intéressant d'investir et dans quel domaine? Eh bien, aux États-Unis, il faut y penser. Les États les plus innovants, c'est la Californie et le Massachusetts. Pourquoi? Parce que c'est les États où on dépose le plus de brevets. Mais avec cette pandémie, il y a une nouvelle géographie. Au Texas, à Austin, cette ville devient un hub de la technologie et beaucoup d'entreprises qui voyaient, par exemple, à Palo Alto et dans le coin à San Francisco, ça devenait tellement cher pour louer des bureaux ou pour louer un appartement. Eh bien, des entreprises ont migré vers le centre des États-Unis. L'Oregon et l'État de Washington aussi investissent énormément pour attirer les entreprises. Et Phoenix, en Arizona, devient un hub pour la production de puces et de semi-conducteurs, notamment avec Intel et TSMC, donc le taïwanais, qui vont construire des usines sur place. La Colombie, quant à elle, en Amérique latine, a mis sur pied une politique assez agressive pour attirer les entreprises qui opèrent une relocalisation depuis l'Asie et pour essayer de créer aussi un hub d'exportation, surtout dans l'agroalimentaire, pour toute la région sud-américaine. Et puis le Brésil, eh bien, on entend souvent parler, et en mal malheureusement ces derniers temps, le Brésil sur le plan politique et sur la Covid-19, mais il faut savoir une chose, c'est que vu la demande extrêmement croissante de la part des Chinois pour tout ce qui touche au soja, eh bien, il y a un boom économique de certains États ruraux qui produisent énormément de soja, notamment l'État du Mato Grosso, alors que Rio et Sao Paulo, en ce moment, sont dans une situation de grave crise économique. Alors maintenant, on regarde sur l'Asie. La tendance lourde, elle est là. Tous les pays sont en train de repenser leur dépendance à la Chine dans le cadre de la matière, dans le cadre de la supply chain. Donc la Malaisie, l'Inde et le Vietnam ont des politiques agressives et Samsung, lui, a quitté la Chine pour le Vietnam et plus récemment vers l'Inde. Alors je vais relever trois pays: le Vietnam, l'Inde et la Corée du Sud. D'abord le Vietnam parce que la politique, il y a un programme pluriannuel jusqu'en 2025 de transformation digitale, donc incluant aussi les technologies de la 5G. Il y a un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Et puis, c'est aussi un pays qui a été capable de contenir la pandémie et qui a une croissance économique constante depuis de très, très, très nombreuses années. Sur l'Inde, secteur intéressant, toutes les plateformes américaines, Amazon, Disney, Netflix, les plateformes de streaming sont en train d'investir massivement en Inde et un tiers des abonnés de Disney sont présents en Inde. La seule différence qu'il faut peut-être relever, c'est que la marge bénéficiaire est très très basse en Inde pour Amazon, Disney et Netflix parce que la guerre des prix est assez aguerrie à l'heure actuelle. La Corée du Sud, elle, qui n'a pas nécessairement d'avantage comparatif dans tout ce qui est software, a décidé d'investir dans les pièces pour voitures électriques et surtout pour les composants électriques dans les voitures. Et donc LG et Hyundai sont en train de se positionner sur le marché à l'heure actuelle. Alors l'Europe, cette vieille Europe, j'essaie ici de trouver des points porteurs et des pays où l'économie continue à fonctionner. Je prendrai la Pologne et puis deux villes, Pays-Bas, Amsterdam surtout, et puis Londres. La Pologne parce que c'est une des nations à travers l'Union européenne qui a le plus de zones franches et surtout
de zones économiques spéciales où la taxation est, disons, allégée. Et d'ailleurs, je reprendrai le hub de l'industrie 4.0 sur tout ce qui est technologie et industrie circulaire à Lotz, où les investissements étrangers sont en train d'augmenter énormément dans l'immobilier et le développement durable. Regardez d'ailleurs une petite start-up polonaise qui s'appelle Spyrosoft qui vaut la peine d'être observée. Aux Pays-Bas, il y a une imposition corporate très intéressante. D'ailleurs, il y a beaucoup de grands noms comme Boeing, U2, le groupe ou Walt Disney qui ont leur siège en fait administratif et comptable sur les Pays-Bas. Et Amsterdam, dans la phase post-Brexit, essaye d'attirer énormément d'emplois de la banque et de la finance. Alors Londres aussi, on en parle souvent. On se dit que Londres peut-être aura perdu énormément du Brexit. Eh bien non, parce que ça reste la ville la plus intéressante comme pôle d'attraction pour les entreprises dans la technologie et le digital, avec Dublin et Paris, mais Londres reste le numéro un pour l'intérêt des entreprises et un environnement adéquat pour les talents et surtout pour les investissements. Et le pays est en train d'investir énormément dans ce qu'on appelle l'éducation digitale, donc des cours à l'éducation digitale pour les personnes sur le terrain, enfin les enfants dans les écoles. Alors après avoir fait le tour, moi je ne pouvais pas ne pas avoir un œil quand même sur la Suisse. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que la Suisse a un avantage comparatif énorme dans beaucoup de domaines. Tout d'abord, de par le tissu universitaire, parmi les meilleurs. L'ETH à Zurich et le PFL à Lausanne, vous êtes parmi le top 10 mondial. Et je crois qu'il faudrait peut-être et c'est humblement que je le dis, peut-être un peu plus de collaboration, partenariat public-privé entre le tissu universitaire et les entreprises, comme le font les Américains ou certaines nations anglo-saxonnes. Dans l'horlogerie, j'en avais souvent entendu parler, la microtechnologie qui est utilisée pour cette industrie et la précision, c'est une valeur ajoutée qui pourrait intéresser la technologie et le monde de la technologie. Une idée peut-être aussi pour la Suisse qui joue beaucoup au niveau marketing sur tout ce qui touche à la sécurité, l'indépendance, le secret bancaire, on l'a vu pendant toute une période, et bien peut-être d'augmenter son caractère appétissant, si vous me permettez l'expression, pour faire venir des data centers. D'ailleurs, je cite l'exemple de Proton Mail, qui est un mail crypté qui fonctionne extrêmement bien et dont tous les data centers sont basés en Suisse. Un œil d'ailleurs à voir sur des entreprises et startups qui sont en plein boom. MyCamper dans le voyage, Frontify dans la technologie et eSmart Technology aussi, qui sont trois startups suisses qui valent vraiment, vraiment la peine qu'on s'y intéresse. Alors, avant d'arriver au secteur dans lesquels il serait peut-être intéressant d'investir, je voudrais m'arrêter quelques secondes sur les zones franches et les zones économiques spéciales. J'en ai parlé tout à l'heure avec Tangemet, ce port marocain qui est en train d'attirer en fait tous les investissements à l'heure actuelle. Eh bien, dans cette planète qui se réorganise, ce n'est pas nouveau, hein, ces zones franches, mais dans cette planète qui se réorganise, eh bien, les nations sont en train de recréer des zones franches et des zones économiques spéciales qui sont des zones en fait de développement économique, mais extrêmement localisées, où ce sont des hubs d'excellence, où en fait on a un environnement fiscal et technologique qui est proposé aux entreprises qui veulent s'y installer, mais surtout les coûts de production et d'opération sont très avantageux. Le leader mondial, c'est Dubaï. Les Chinois ont compris qu'ils doivent se positionner là-bas. Et d'ailleurs, ils sont en train de positionner Hainan, l'île chinoise, comme port central dans la région pour augmenter le pouvoir maritime face à Hong Kong et Singapour. Alors maintenant, avant de conclure, j'aimerais revenir donc sur deux slides des domaines dans lesquels investir. Alors déjà en vous, ça vous étonnera, mais je crois qu'on l'a vu avec l'e-learning et on voit combien c'est important. Mais surtout, les entreprises doivent comprendre que pour attirer les jeunes, elles doivent aussi investir en elles, dans on l'a vu tout à l'heure avec rien que les caractères ESG dont je vous ai parlé dans les premiers slides. Je crois qu'aussi au niveau du e-learning, la pandémie a modifié les choses, surtout dans les MBA. Il y a un boom des demandes dans les formations online. L'immobilier flexible et logistique, on le voit avec l'e-commerce. Le mètre carré a complètement explosé dans l'immobilier logistique. Les batteries, quant à elles, est un vecteur central, bien sûr, pour les véhicules électriques. Il faut observer le suédois Polarium Energy Solution, qui est une start-up qui est en plein boom et qui a une valeur ajoutée énorme. Elle propose une énergie recyclée et très intéressante et surtout, elle produit des batteries différemment. Et quand on parle
de véhicules électriques, il faut penser aussi aux bornes de recharge. Et donc, peut-être qu'il serait intéressant d'investir là-dedans. Il y a 3 entreprises d'ailleurs américaines, mais comme on sait, souvent, ça se déroule aux États-Unis, ça se développe aux États-Unis, puis ça arrive quelques mois ou quelques années plus tard sur le continent européen. Eh bien, il y a 3 startups américaines qui fonctionnent du tonnerre à l'heure actuelle. C'est ChargePoint Holdings, EVgo et Volta Industries, qui sont des fournisseurs en fait de bornes de recharge pour voitures électriques. Et comme on sait, les voitures électriques sont en plein boom et vont arriver de plus en plus sur nos routes. Et puis au niveau de la santé, eh bien, c'est l'intelligence artificielle, c'est cette collaboration entre intelligence artificielle et santé. Un œil d'ailleurs sur la britannique Huma Therapeutics qui travaille sur des soins et sur des cures préventives avec toutes les données collectées en fait sur votre dossier médical. Alors, autre point dans lesquels peut-être investir, ce sont des idées. Tout ce qui touche à l'espace, tous les pays sont en train d'investir massivement. États-Unis, Union européenne, Russie et Chine, ils sont en train de repenser à aller sur la Lune et ils investissent beaucoup dans des politiques de recherche spatiale. On entend beaucoup parler de l'hydrogène. Alors, c'est un mot très sexy ces jours-ci. Des grandes industries automobiles comme PSA, VW, BMW ont tellement investi en milliards pour les voitures électriques qu'ils ne considèrent pas opportun d'investir maintenant dans l'hydrogène. Par contre, l'avenir, même proche, à l'horizon 10 ans, donc 2030, se fera très certainement pour tout ce qui touche à l'hydrogène, pour les camions, les tankers, donc les gros bateaux, ou encore les trains. D'ailleurs, ITM Power travaille dans l'hydrogène, c'est un Britannique, et Shell a créé un hub d'hydrogène dans le port d'Hambourg, en Allemagne. Alors, la décarbonisation, on a entendu parler tout à l'heure dans mes premiers slides, c'est une tendance lourde. Le business aussi et les affaires des drones, c'est un marché qui n'est pas saturé pour le drone de sécurité, et les besoins gouvernementaux sont énormes de ce côté-là. Et puis, le marché des armes. Alors, il y a de plus en plus, il y a moins de guerres globales, mais il y a plus de guerres localisées, et même des fois des guerres qui sont localisées mais qui s'internationalisent, comme en Syrie. Et le marché des armes et aussi le marché des cyberarmes n'a jamais été en si bonne forme. Quand on regarde en 2020, il y a une augmentation de 8,5%, une croissance exponentielle de ce côté-là. Donc voilà, j'ai essayé de manière assez brève de faire le tour des continents, mais surtout des lieux où investir. Donc maintenant, je m'ouvre à tout le monde j'enverrai bien sûr tous ces slides. Je m'ouvre bien sûr au reste des intervenants pour répondre à toutes les questions. Madame la Présidente, la parole est à vous de nouveau. Merci beaucoup, Roberto de Primis. C'est toujours magnifique et passionnant. Merci d'ouvrir vos micros à nouveau pour un remerciement en applaudissant Roberto de Primis, s'il vous plaît. Et je sais qu'il aime bien le débat. Alors, si je me base un petit peu sur les diverses interventions au hasard, Magali, où es-tu, Magali? Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, j'ai juste fait une petite réflexion concernant la démographie parce que on nous dit sans arrêt que la croissance est inéluctable et en particulier la croissance démographique. Et moi, je considère qu'une baisse spontanée de la démographie serait plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Toujours par rapport aux idées à la mode, n'est-ce pas, de décroissance, d'écologie, etc. Je ne vois pas pourquoi il faudrait vraiment toujours démultiplier la population. Peut-être avant de prendre la parole à chaque fois, merci de nous dire juste dans quel domaine vous êtes. Oui, alors j'ai une petite fiduciaire, mais ça ne m'empêche pas de réfléchir à des problèmes planétaires du genre revenu universel, parce que je pense que suite à la pandémie, il faudrait quand même envisager de changer sérieusement de système. L'arrivée des robots qui fait que énormément d'emplois vont disparaître et qu'il faudra quand même réfléchir à la façon dont on les réalloue, etc., etc. Merci beaucoup, Magali. Roberto de Primis, c'est une bonne nouvelle si on est moins? Alors, en 2 mots, c'est juste que ça envoie un message extrêmement négatif déjà dans la période qui est extrêmement difficile de se rendre compte que des nations comme l'Italie ou d'autres… Le micro, Roberto, le micro. Pardon, que ces nations-là voient une contraction en fait de la démographie au niveau des croissances. Je comprends l'approche de Magali. La seule chose ici, c'est que ces nations-là n'acceptent pas nécessairement, on le voit avec le Japon, d'augmenter les migrations, donc les personnes pouvant venir travailler dans leur nation. Et donc, le ratio est des fois déséquilibré. C'est juste dans ce sens-là que je relevais ce point-là, mais je comprends le point de vue de Magali.
Merci beaucoup. On a une question, Alizé Monville. Dites juste qui vous êtes et où vous êtes, comme ça on vous situe. Il y a une question par Oui, rapport aux normes diverses. oui, bonsoir, vous m'entendez? Très bien. Oui. Bonsoir à tous et merci Roberto pour cette intervention. J'étais une des étudiantes de Roberto justement dans le master géovoyais à la Sorbonne et maintenant je travaille dans une start-up en supply chain, plus précisément en logistique à Berlin. D'ailleurs, vous avez abordé, Roberto, le problème dans le canal de Suez et du coup, nous, on est directement affectés. Mais ma question, c'était plutôt relatif aux normes d'ESG que vous avez abordées au début. J'ai un peu l'impression, de mon côté, vous parlez des normes ISO, que ces normes sont un peu old school maintenant. Et je voulais savoir si vous aviez une opinion sur l'avenir de ces normes face justement à d'autres certifications, telles que la certification Beer Corporation, qui se développe de plus en plus, notamment dans le monde des startups. Robert. Je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus, mais Merci, je merci. suis curieuse. En fait, l'ISO, donc moi travaillant dans le risk management, si on n'est pas certifié avec une certaine norme 31 000 quelque chose dans tout ce qui est risk management, on ne rassure pas les entreprises chez qui on va se présenter. Donc, pour répondre à votre question, les normes ISO sont fondamentales dans le cadre d'une reconnaissance et donc d'une normalisation dans le cas, si vous faites des affaires en Chine, aux États-Unis ou autre part, et que vous faites référence à cette norme-là. Elles sont peut-être vieillottes, mais elles sont reconnues mondialement et elles permettent justement une normalisation dans le cadre d'affaires, je le pense pour le risk management et pour d'autres questions. Donc, elles risquent de durer, et surtout parce que c'est émis par une organisation internationale émanant des Nations Unies. Donc, c'est fondamental de rester sur ce point-là, même si ça prend des poussières. Merci beaucoup. Il y a des mains levées. Il y avait un complément, Alizé? Oui, mais non, mais s'il y a le temps, c'était juste pour savoir, vous, en risk management, quelle norme ISO est-ce que vous préconisez? Mais il y a celle de base, la 31 000, et puis après, il y a toutes celles suivantes qui amènent alors les lexiques et autres, mais ce sont des normes. Si vous mettez ISO et Risk Management sur votre moteur de recherche, vous trouverez. Et en fait, ce sont des normes qui sont reconnues internationalement. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Alors, les mains qui se lèvent. Alexis Jacques. Bonsoir tout le monde. Merci Roberto pour la présentation très intéressante comme la dernière fois. Et puis merci bien sûr Enza, Julien et toute l'équipe d'organiser ça. Alexis Jacques, donc j'ai plusieurs sociétés, une dans l'événementiel, une dans la communication, une dans les alarmes. La question qui m'intéresse, comme on sait, comme on sait que Roberto, au niveau Europe, a quelques connaissances, je m'intéresse dans la présentation qu'il a faite à ce point-là, parce que comme je vois qu'il a pas mal mentionné des nations, finalement, qui arrivaient à faire des investissements, à relancer un peu l'économie de certaines manières, souvent localisées, comme il le mentionnait. Au niveau de l'Europe, je trouve dommage de pas… Alors, on sait qu'il y a 2-3 choses au niveau numérique, au niveau des fabrications de batteries, mais pas grand-chose d'autre, en tout cas de ce que nous, on entend, pas forcément qui faisons partie du Parlement ou qui allons au Parlement européen. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Roberto, d'avance. Alexis, votre question, pour bien comprendre, c'est par rapport à justement cette absence de… Enfin, parce qu'en tous les cas, l'Union européenne, si je la comprends bien, en tous les cas, au niveau cyberespace, cybersécurité, juste pour vous donner une idée, on est une décennie en retard par rapport aux Américains et par rapport à d'autres nations et d'autres puissances. Donc, je suppose que c'était aussi votre intérêt de comprendre où en est l'Union européenne dans certaines thématiques porteuses au niveau technologique et autres, si j'ai bien compris. Oui, okay. et un peu au final avec d'autres formes d'investissement potentiellement. Hein, je veux dire, moi j'ai entendu juste parler de ce grand plan pour les batteries, de ces usines où on veut pouvoir fabriquer tout ça chez nous. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre économiquement que l'Europe est en train d'essayer de faire pour se relancer un peu, quoi? Alors déjà, juste pour donner un simple exemple, les Britanniques, par exemple, sortis à peine de l'Union européenne, enfin avec le Brexit qui est devenu effectif, eux ont travaillé énormément. Ça vous donne une idée de comment est-ce qu'ils essayent justement d'avoir une forme d'indépendance. Je rassure Madame la Présidente Enza que je serai extrêmement bref, d'essayer d'attirer les entreprises qui produisent des batteries. Donc je crois avoir soulevé un certain nombre d'entreprises ou de segments dans lesquels il serait intéressant d'investir. Ce n'est pas pour ça que l'Union européenne investit en ce moment priorité vert,
priorité et que ça percole dans toutes les entreprises, dans toutes les industries. Troisième point, au niveau spatial, il y a vraiment un intérêt de la part de l'Union européenne. Elle se rend bien compte qu'elle est en retard, qu'elle a une décennie de retard sur les questions de cybersécurité. Et donc, il y a un investissement dans différents pays, en Bulgarie, au Luxembourg et dans d'autres nations, pour un super ordinateur qui serait capable de calculer beaucoup plus rapidement et de solutionner des problèmes. Mais à côté de ça, l'Union européenne est extrêmement en retard. Regardez ce qui se passe dans la thématique de la pandémie à l'heure actuelle, parce que des fois, il faut s'entendre à beaucoup de pays. Donc, non, il y a beaucoup de retard et c'est pour ça que je ne l'ai pas beaucoup soulevé dans cette présentation. Merci beaucoup. Nicosia Leandro qui a levé la main. Merci. Oui, bonjour. Déjà, merci à Roberto et à vous tous pour m'avoir invité. C'était très intéressant. Moi, je suis risk manager pour BlackRock dans une banque ici à Luxembourg. J'aurais deux questions. Alors, la première, par rapport à l'ESG, les politiques énergétiques. Est-ce que, d'après vous, Roberto, derrière ça, il y a aussi une stratégie de un peu changer son dépendance énergétique vers les pays exportateurs d'énergie fossile, comme la Russie, comme les pays orientaux, qui souvent ils se sont opposés, disons, or qui n'étaient pas alignés à, disons, l'Empire américain. Et la deuxième, c'est un pays en particulier que je trouve intéressant au niveau géopolitique, la Turquie, qui, je veux savoir, d'un côté, la Turquie elle a bien sûr une économie très développée, avec beaucoup de relations, notamment avec l'Italie, avec l'Europe, mais donc un fort tissu, une forte culture industrielle, mais en même temps, on ressent que les fondamentales de la nation turque, il évolue, euh, ils évoluent dans un côté, disons, qui est moins, on va dire... Excusez-moi, Nicosia. On a beaucoup de monde qui aimerait aussi intervenir. Oui, voilà, qu'est-ce qu'ils pensent de la Turquie? Voilà, qu'est-ce qu'ils pensent de la Turquie? Alors, je vais son évolution. Voilà. pas de problème, Madame la Excusez-moi, Présidente. excusez-moi. Non, non, il n'y a, Je pas de souci. Il n'y a pas de souci, Léandre. Alors, première chose, les ESG, très clairement, moi je vais être très direct là ici, je trouve que c'est une approche très marketing pour laver plus blanc et pour se sentir beaucoup plus en phase peut-être avec une période qui se veut verte, qui se veut aussi des entreprises qui vendent une expérience. Donc, par exemple, tout ce qui est millennials, ces nouvelles personnes qui rentrent sur le marché de l'emploi, ils cherchent à faire partie d'une entreprise maintenant, une entreprise qui est porteuse de projets, mais de projets aussi en phase avec son temps et pas des vieilles entreprises poussiéreuses. Vous n'imaginez même pas comme Exxon a des difficultés aux États-Unis pour engager des jeunes talents à l'heure actuelle. Et donc, cette norme ESG, c'est plutôt pour être en phase avec le temps et pour être, entre guillemets, sexy sur le marché. Moi, c'est une vision très personnelle. Elle est contestable et je n'ai aucun problème là-dessus. L'autre point sur la Turquie, malheureusement, j'étais pris par le temps. Pour moi, Erdogan, le président turc à l'heure actuelle, c'est un des plus grands équilibristes qu'on a sur la planète. Si on tirait un fil entre deux bâtiments à l'heure actuelle, il serait capable de marcher sur ce fil-là sans le moindre problème. Si je dis ça, c'est parce que entre membres de l'OTAN et puis à côté de ça, capable d'aller acheter des armes du côté des Russes, mais on voit que ça fait quand même grincer les dents du président Macron, on l'a entendu ces jours-ci. Donc la Turquie a un avantage concurrentiel en étant basée dans un endroit stratégique avec des détroits où elle a le contrôle là-dessus, mais la Turquie ne devrait pas trop surfer là-dessus et peut-être ne pas oublier que le dialogue lui a permis aussi d'être grande par le passé. Merci beaucoup. Alors, vraiment, il y a beaucoup de monde qui aimerait intervenir. Des questions courtes pour des réponses, comme tu peux, Roberto, oui. Synthétiser. Richard Delay, je pense qu'on va partir sur l'éducation. Oui, alors, pas que sur l'éducation, en fait, Elsa, bonsoir à tous. On a un peu balayé la question de Bicorp. Tu as la gentillesse juste de nous dire qui tu es.
Ok, alors je m'occupe des affaires académiques d'une business school sur Genève. Et on est rentré dans un processus justement de Bicorp, pour revenir à ce que disait votre ancienne étudiante, cher ami. Je crois que c'est pas simplement comme l'ESG du marketing. Il y a vraiment aujourd'hui une jeunesse qui arrive sur le marché de l'emploi, tu l'as très bien dit tout à l'heure, Roberto, euh, qui a besoin de transparence, qui a besoin de sens, qui a besoin d'un certain nombre de choses et qui veut recréer des cercles de confiance. Et je crois vraiment aujourd'hui que ces nouvelles normes qui arrivent, alors moi je suis un ancien auditeur EFQM, ISO, etc. Et on a vu, et Roberto, tu ne pourras pas aller à l'encontre de ce que je te dis là-dessus parce qu'on on partage dans une vision commune, elles sont devenues un peu obsolètes. Elles sont nécessaires parce que c'est le premier élément pour pouvoir accéder à d'autres choses. Mais aujourd'hui, quand on voit des boîtes comme Danone, comme Nestlé, etc., qui sont en train de créer des espaces de confiance, des cercles de confiance, justement pour se protéger, je pense que c'est vraiment des normes qui sont importantes. Parce que l'impact qui est le plus important, et là, tu vas pouvoir me dire si tu es d'accord avec moi, mais l'impact, la fonction RH, par exemple, va disparaître, on le sait. La fonction RH est en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la mesure d'impact. Aujourd'hui, on est toujours sur la mesure d'impact. Le risque, c'est une mesure d'impact, etc. Et aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est l'impact social. Social au sens anglo-saxon, sociétal, interne, externe, etc. Donc, c'est pour ça que je pense que ces normes, et j'ai vraiment envie je ne suis pas là pour vendre du Bicorp, c'est très compliqué, je trouve que c'est très intrusif, c'est très américain comme norme. Et quand elle sera adaptée, cette norme, à notre culture, je pense qu'on aura un élément sur lequel on pourra investir, puisque le thème de la conférence, c'est où investir en 2021. Je pense que c'est vraiment dans le monde de demain. Je sais qu'Elsa n'aime pas trop le monde de demain dans mon appellation, mais dans ce monde qui est en pleine mutation, parce que de toute façon, il est en mutation, je pense vraiment que ces normes vont être des normes porteuses et génératrices de valeur. Valeur avec un S, bien sûr. Merci beaucoup, Richard. Roberto, tu es Alors, d'accord? très brièvement, merci Richard. C'est vrai que les normes ISO sont profondément poussiéreuses, malheureusement, mais si je viens faire des affaires en Afrique ou autre part et que je suis en normes ISO risk management, je suis Bien reconnu sûr. si je l'ai. Par contre, pour rebondir, un jeune maintenant qui regarde si une entreprise a le logo ESG et si, au niveau de la diversité, au niveau de l'égalité homme-femme sur la parité salariale et autres, il va très certainement, enfin non, il va à coup sûr choisir cette entreprise-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je faisais référence à Exxon, qui est en énorme difficulté pour faire venir les talents vers lui aux États-Unis à l'heure actuelle. Il voit vraiment une chute totale. C'est pour ça d'ailleurs que Shell essaye de se rapprocher de ces normes ESG, de se tourner vers l'hydrogène vert, etc. Donc, on partage la même vue. Voilà. Merci. Elsa, j'avais promis d'être bref. Je suis rassuré, Roberto. Merci. Vous téléphonerez, vous connaissez suffisamment. Sabine Scofield a une question qui me semble intéressante sur la stratégie de placement. Tu ouvres ton micro? Il faut ouvrir ton micro, Sabine. On ne t'entend pas si tu n'ouvres pas ton micro. En bas, c'est activer le son, j'imagine. Voilà. Vous m'entendez là? Oui. Parfait. Bonsoir et merci pour cette présentation très intéressante. En fait, ma question, elle est justement... Tu te présentes juste en... Alors, Sabine Scofield, moi je travaille dans le secteur de l'immobilier d'investissement, qui est plus dans le secteur commercial, montage de projets, dans le domaine du hospitality, qui recouvre les résidences étudiantes, résidences personnes âgées, dans le domaine industriel également, et puis transactions par appel d'offres. Donc, c'est assez financier. Et ma question donc, est plutôt liée à la stratégie aujourd'hui adéquate où on a on est toujours en balance, en équilibre sur le risque personnel et
on doit essayer d'avoir ce regard qui est à court terme, qu'un investisseur classique devrait ressentir. Alors, comme on ne connaît pas quel est l'avenir, on peut aller dans le sustainable investing. Moi, j'ai des méthodes d'exclusion, par exemple, où je ne veux absolument pas aller dans l'industrie, par exemple, de l'armement ou l'industrie du tabac. Mais c'est tellement vaste, tellement large que quand on n'est pas un spécialiste, et même si on a des conseils, moi je me rends compte qu'avec les banques, il y a des contradictions parce que chacun de ces banques veut vous vendre ses propres outils ou ses propres fonds. Et voilà. Donc, ma question, c'est quelle est en fait la meilleure stratégie aujourd'hui de placement pour, disons, tenter de couvrir ce risque personnel? Et dire que je suis payé pour répondre à cette question-là. Donc, vous voulez que je vous réponde gratuitement. Donc, non. Plus sérieusement, juste en 2 mots, parce que malheureusement, on ne peut pas passer toute la séance là-dessus. Ma sensation, et donc vous l'avez vu d'ailleurs avec l'arrivée de la pandémie, on était tous avant à penser sur du long terme, sur du 5 ans, sur du 10 ans, dans le cadre d'investissement. Vous le voyez bien, vous êtes dans de l'immobilier, donc vous pouvez penser à certains projets qui se faisaient sur du 2025, alors qu'à l'heure actuelle, ce sont uniquement les entreprises qui étaient flexibles et qui ont accepté de l'être, qui sont passées majoritairement à travers les gouttes. Donc le très court terme est une vision qui ne changera pas dans l'analyse de risque. À l'heure actuelle, on ne sait même pas où on sera après l'été, si on pourra même partir quand même en vacances durant cet été-ci. Je ne sais pas du tout si votre question se pose par rapport à un segment, parce que quand je vois, vous venez de l'immobilier, et quand je vois, j'ai fait allusion d'ailleurs à cet immobilier logistique, je le vois ici à Bruxelles, je le vois à Paris, en périphérie de parisienne, le prix du mètre carré a totalement explosé, les loyers qui vont avec. Donc, est-ce que vous vous référez à un segment en particulier pour les investissements? Typiquement, l'or, ça c'est, disons, certaines matières premières. On a vu faire le yo-yo dans beaucoup de segments l'année dernière. Et voilà, plutôt dans la question de la durabilité. Alors, j'ai très bien compris, et donc je vais être très bref aussi dans ma réponse, j'ai essayé. C'est assez amusant parce qu'on parle souvent de l'or et on parle de l'or comme une valeur refuge. Si on observe l'augmentation de certaines matières premières, je parlais du cuivre tout à l'heure durant la présentation, l'augmentation sur 1 an depuis le début de la pandémie, donc depuis début mars 2020, c'est 80%, ce qui est plus ou moins l'évolution des marchés des matières premières de manière en moyenne jusqu'ici. Au niveau, donc toutes les matières premières ont augmenté, ce serait plutôt vers certaines terres rares, parce que je ne sais pas si vous avez vu que certaines, depuis 5 ans, ont augmenté de 38 fois ou de 48 fois pour d'autres. Moi, je dirais que dans les valeurs refuges, il n'y a plus aucune valeur refuge. Il y en a plein, vu que beaucoup de monde a eu peur. Regardez même rien que sur le Bitcoin, qui a passé la fameuse barre fatidique des $50 000. Il n'y a plus de valeur refuge en soi comme auparavant, où on se référait à l'or. Il y en a plusieurs, ce qui peut être encore plus rassurant, parce que vous pouvez regarder plusieurs endroits de valeur refuge. Par contre, les marchés sont encore plus volatiles, donc moins rassurants. Malheureusement, je ne peux pas aller plus loin dans ma réponse, mais on pourra continuer après, si vous le voulez. Merci beaucoup. Il nous reste une grosse dizaine de minutes. Alors, vraiment, pour permettre au plus grand nombre de pouvoir intervenir, Ethan Adjej. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Tout. Alors, je m'appelle Ethan Adjej, je suis étudiant en économie internationale basé à Paris. Merci pour cette conférence et pour l'organisation. J'ai rapidement 2 questions qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Je vais être bref. Vous n'avez pas parlé particulièrement de la région Asie centrale, avec des pays comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Est-ce que vous portez un regard sur les investissements dans ces pays, qui sont des pays principalement basés sur l'exploitation de matières premières? La seconde question, c'est qu'on entend de plus en plus souvent parler d'une crise financière globale, systémique, dont le Covid serait un peu annonciateur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les risques de crise globale sont plus importants aujourd'hui que jamais, ou pas particulièrement, et tout va bien aller? Merci beaucoup.
Comment faire bref avec deux questions qui sont quand même assez prenantes. Alors, première chose, Asie centrale, j'avais pas assez de temps, donc il fallait que je choisisse certains pays, malheureusement, Ethan. En Asie centrale, je m'arrêterai sur l'Ouzbékistan. Pourquoi? Parce qu'il y a une politique extrêmement agressive de rapprochement avec l'Union européenne et surtout d'essayer d'aller capter un certain nombre d'aides financières dans le cadre du développement de ce pays-là. Ils sont très intelligents, ils investissent énormément dans l'éducation et ils ont beaucoup de personnes, par exemple, qui sont basées ici à Bruxelles pour faire du lobbying. Donc, je pointerai surtout l'Ouzbékistan. Deuxième question, pardon, sur la crise financière globale. À chaque fois, on joue avec des phénomènes de bulles. On en a entendu parler plein de bulles, que ce soit celle immobilière, le Bitcoin et autres. Moi, je ne vois pas que la Covid soit annonciatrice d'une crise en soi. Et d'ailleurs, quand on regarde à l'heure actuelle ce que font les États-Unis et à moindre mesure les Européens dans le cadre d'une relance économique, les Américains avec leur plan de relance de 1900 milliards en fait, qui a été voté et qui va être appliqué prochainement, ils postposent d'une certaine manière leur déclin relatif. Idem un peu pour les Européens face à la Chine et face à d'autres nations. Je doute sérieusement ce système de crise financière. La seule chose qui me tracasse, c'est la déconnexion qu'il peut y avoir entre les opérateurs financiers et la réalité des fois économique dans le cadre d'une crise, quand on voit des booms des marchés financiers, alors que l'économie réelle, celle du terrain, est en pleine souffrance. Ça, par contre, ça peut faire un peu comme les plaques tectoniques lors de tremblements de terre. Ça pourrait peut-être être problématique à terme, sur du moyen terme, pas sur du court terme. J'ai essayé d'être bref. Formidable, merci beaucoup. Marek Psorski, sur l'immobilier, tu avais peut-être une question. Oui, voilà. Bonsoir tout le monde. Merci pour le commentaire sur la Pologne. D'ailleurs, on peut y revenir. Il y a d'autres zones, pas uniquement Łódź, ce que vous appelez Łódź. Il y a Wrocław, il y a Poznań, il y en a plein. Mais la question, c'est l'autre chose. L'hôtellerie, comme on le sait, c'est une immobilier un peu particulier parce que c'est très capital investment heavy. Mais en même temps, l'hôtel, ça c'est bon, ça change les mains, ça change les noms, les brands. Et puis récemment, il y a beaucoup de lifestyle brands qui sont lancés par la plupart des grandes compagnies hôtelières. Rien que Sébastien Bazin, il a l'intention de lancer plusieurs brands, new brands comme le Trip, mais aussi le Hilton avec Voco et puis d'autres brands. Bref, la question c'est, est-ce que tout ça a le sens, compte tenu que les trends sont tellement vite changés qu'on n'arrive plus, et puis on ne sait pas ce qui va arriver demain. Hier matin, je crois que c'était sur France Inter, il y avait le patron du groupe Accor qui a pris la parole longuement. C'était très intéressant et je crois qu'il a été extrêmement honnête parce qu'eux, ils ont investi énormément dans le capital humain pour essayer de le préserver. Et donc, en laissant 100% du salaire pour tout le monde, je ne sais pas du tout ce qui est possible, ce qui est le cas chez Hilton, parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est que chez Hilton, justement, il y a beaucoup de personnes qui ont été mises à la porte ou qui ont eu des aides gouvernementales, mais qui ont perdu énormément par rapport à leur salaire. Donc, je ne sais pas du tout, parce que quand le patron d'Accor prenait la parole, justement, son idée était on essaie de se convaincre que cet été va être magnifique et que le dernier trimestre de 2021 va être magnifique avec un boom local, bien sûr, donc majoritairement à 3 heures, à Amsterdam, Berlin ou d'autres villes. Mais il n'était pas dans une approche, et moi je partage plutôt sa vision-là, il n'était pas dans une approche, comme vous le disiez, par rapport à d'autres grands groupes comme Hilton ou autres. Il était beaucoup plus terre-à-terre et concret par rapport aux thématiques, et d'investir dans le capital humain, de l'avoir gardé, d'avoir mis personne à la porte parce qu'il se rend bien compte qu'il est riche de ces personnes-là, et surtout d'avoir essayé de tenir une majorité d'hôtels ouverts, même à 10% de sa capacité. Lui, il avait même essayé de proposer au gouvernement, mais ça n'a pas été suivi par Emmanuel Macron, de permettre au personnel de soins de santé et des hôpitaux de venir dans les hôtels parce qu'il y avait de la place et il y avait justement des caractéristiques sanitaires qui étaient justement compliant, comme on dit. Voilà. Et tu es bien sûr passé en Pologne, Marek, hein, je crois. Merci, Roberto. Très bien. Alors, il y avait une intervention sur le chat de Kalisto Jenko qui me semblait intéressante. Est-ce qu'il est encore là? Est-ce que tu peux allumer ton micro? Bonsoir, Kalisto Jenko.
30 ans de travail dans l'automobile, dans la recherche et développement industriel. Et où es-tu? Où es-tu? Luxembourg, sur Luxembourg. Donc, ma question, c'était au niveau des énergies et comment ça pourrait évaluer et où il faudrait un peu plus penser au niveau d'investissement sur les différentes sources d'énergie. C'est clair que pour l'instant, on ne peut pas faire moins que produire de la CO2, ça c'est évident. Et d'un point de vue du développement des énergies nucléaires, c'est naturellement les énergies qui donnent le moins de CO2. Et il y a de nouvelles concepts au niveau du nucléaire qui s'appelle nucléaire léger et qui, sur la base du sodium, ils sont capables d'avoir des petites centrales qui ont jusqu'à 80% de moins de ciment pour se protéger des radiations parce que les niveaux de radiation seront beaucoup moins que les actuels. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui commence à rentrer un peu dans la mentalité des gens et aussi au niveau des investissements? Alors, pour répondre, mais vraiment brièvement, il y a une recherche qui est sortie il y a quelques jours. Alors, je ne sais pas quelle est sa pertinence, mais je l'ai lu dans une revue spécialisée, où justement on faisait la différence entre les émissions que peuvent produire les énergies vertes et celles que peuvent produire le nucléaire. Et au final, on s'est rendu compte que le nucléaire peut être de temps à autre, peut-être pas dans la dernière spécificité du nucléaire dont vous avez parlé, le nucléaire léger, mais que le nucléaire restait peut-être des fois un rien plus polluant de ce côté-là. Par contre, les politiques, comme vous le voyez, ce sont des politiques qui sont assez, que l'on voit ici en Belgique, notamment où je suis ici à Bruxelles, ou dans d'autres nations. Le mix énergétique en France, par exemple, est hautement dépendant par le nucléaire. D'autres nations comme la Belgique ont décidé de l'abandonner, mais n'ont pas investi dans leur mix énergétique, donc vont avoir des difficultés au moment où il y aura une coupure. Donc, à mon avis, ils vont être obligés de postposer la sortie du nucléaire. Vous, dans l'industrie, vous y réfléchissez. Les gouvernants n'y pensent pas nécessairement. Je crois que la pensée dominante à l'heure actuelle, c'est énergie verte, décarbonisée et troisième point, hydrogène. Et hydrogène vert, si possible. Malheureusement, la partie nucléaire reste quelque chose, c'est quelque chose qui est extrêmement mal vu chez les décideurs à l'heure actuelle. Si même pour l'hydrogène, il faut se rappeler que la vapeur qui pourrait être produite par l'hydrogène, elle a quand même un effet serre qui n'est pas négligeable et c'est beaucoup plus important que la CO2. Tout à fait. Le seul avantage, c'est que la vapeur, si on ne recharge pas tout le temps l'atmosphère de vapeur, après 9 jours, la vapeur va disparaître de l'atmosphère parce que ça rentre dans le cycle normal de l'eau. Et de l'autre côté, moi, j'ai lu aussi que c'est clair, ça va nous aider l'hydrogène, mais l'oxygène qui est capturé par l'hydrogène pendant la combustion ne rentre non plus dans l'atmosphère. Donc, c'est capturé pour toujours. Et l'eau, c'est une des molécules les plus stables au niveau de la Terre. Callisto, ça mériterait une conférence en soi, tellement c'est passionnant. On va peut-être prendre une toute dernière intervention parce que c'est incroyable. Pardon. Non, mais c'est passionnant. On va prendre... Ça me prend toujours le moment qu'il parle que de l'hydrogène. Je m'arrête. Une toute dernière minuscule intervention parce qu'il s'est déjà exprimé. Richard Delay, tu as levé ta main. Mets ton micro. Je n'ai pas levé ma main, mais je n'ai pas baissé en fait. Ok. Alors, si c'est ainsi, nous sommes à 1 minute de l'heure qui nous est allouée et que Roberto nous fait cadeau une fois par mois. Roberto, une conclusion. J'ai 1 million. En fait, je le mets où maintenant, demain matin? Il faut relire mes slides. Non, il y a beaucoup de thématiques, certaines qui sont hautement porteuses. Je crois que tout à l'heure, j'en parlais justement avec une des intervenantes qui est active dans l'immobilier. Il y a beaucoup de matières premières. Il faut voir les tendances sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme. C'est très difficile de vous le dire comme ça, mais je crois que les relances économiques qui ont lieu et à Washington et à Bruxelles relancent profondément même dans les mentalités vers du positif. Donc, je crois que sur le court et le moyen terme, on va enfin ravoir
voir une croissance économique, les gens vont se rassurer. Le processus de vaccination est là aussi pour peut-être rassurer certaines personnes à travers des nations européennes, américaines ou autres. Donc, je crois tout simplement que le mot de la fin, c'est un peu de positivisme et on va retourner enfin dans le vert. Enfin. Formidable. Merci Roberto, c'était un bonheur. J'ai appris des tonnes de choses. Mille merci. Je vous demande vraiment d'ouvrir vos micros pour un très, très chaleureux applaudissement pour l'incroyable Roberto de Tunis. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Bravo. Restez encore avec nous pour la photo pour les réseaux sociaux, ce qui vous permettra ensuite de vous interconnecter les uns les autres. C'est aussi le but. Peut-être, Julien, un slide des 2 prochaines conférences avant que vous posiez pour la photo. Voilà. Alors, on entend déjà les reproches, mais comment invitez-vous Pierre Barnerias, réalisateur de ce fameux Hold Up, qui a fait couler tellement d'encre et émouvoir les réseaux. Il viendra nous dire pourquoi il était absolument indispensable pour lui de réaliser ce film. Ça sera lundi à 18h30. Et ensuite, mais jusqu'au 12 avril, on aura d'autres conférences. Et on retrouve Roberto dans un mois. On vous communiquera la date et le sujet très, très vite. Merci aussi à Julien Boucher, indispensable sur bien des points, qu'on applaudit évidemment également. Merci. Et voilà, nous, on aime bien les photos déjantées après des choses très sérieuses comme ça. Alors, faites-nous une grimace, prenez un objet et Julien se transforme en photographe. Bien sûr, l'enregistrement est terminé maintenant, Julien.